Maxime Liédot. 10h32 sur Sud Radio, on va se lancer dans les conversations, dans les débats, dans les discussions avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300, vous venez vous installer autour de la table. On va causer de quoi? Tiens, un sujet créé spécialement pour Sophie de Menton. Rien que ça, on va parler des patrons et des politiques, ma chère Sophie. Enfin. C'est fait, regardez, ça va vous faire plaisir. Elle sourit, elle sait plus comment me remercier, c'est ça l'émotion. Sophie de Menton qui sera avec nous. Les patrons peuvent-ils encore se passer de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen? Marine Le Pen débattra avec le MEDEF et Jean-Luc Mélenchon, on l'a appris dans le Parisien hier, à organiser, à assister à un dîner avec des grands patrons. Peuvent-ils faire autre chose aujourd'hui, les patrons, que de parler aux politiques qualifiés d'extrémistes? On en parlera et je vois déjà Sophie de Menton qui s'impatiente. Forfait à 30 € pour un centre médical, tout ça pour avoir des rendez-vous beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Est-ce que ça veut dire que la médecine est en train de devenir un service public de luxe? C'est visiblement ce qui est en train d'arriver et ça ne gêne pas grand monde et c'est la question qu'on va vous poser sur le site de sudradio.fr, évidemment l'application ainsi que les réseaux sociaux. Vous avez toujours le 0826 300 300 et dans une poignée de minutes, après le rappel des titres, on s'intéressera à Crépol. Rappelez-vous de ce drame en 2023. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait provoqué comme polémique, ce drame avec ce jeune Thomas qui avait perdu la vie, un coup de couteau et une bande de jeunes venus de la cité d'à côté. Et certains déjà pendant les témoignages, et on vous fera passer des extraits de certains journalistes qui nous expliquaient à quel point c'était faux. Vous allez voir, c'est savoureux. Nous expliquaient qu'il n'y avait rien à voir. Ça n'avait à aucun moment, ça pouvait ressembler à du racisme. Pas de chance parce que la circonstance aggravante de racisme a été retenue par les juges d'instruction dans ce dossier. La question qu'on va se poser, c'est le racisme anti-blanc et donc est-il autre chose qu'une légende? 0826 300 300. Et avant que je vous présente les mousquetaires présents autour de la table ce matin, il est 10h33 et on vous retrouve Antoine Dizy. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Point sur la situation avec ces incendies qui continuent de manière assez spectaculaire à ravager la Gironde. Exactement, au total depuis le 1er janvier, le seuil des 50 000 hectares brûlés vient d'être franchi sur l'ensemble du territoire français. 32 feux sont actuellement en cours dans le pays. En Nouvelle-Aquitaine, la situation est préoccupante. 2 foyers distincts sont actifs. Le feu de Somos est le plus important des incendies de la saison selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Plus de 10 000 hectares brûlés, 50 maisons incendiées, 1000 pompiers mobilisés et le feu n'est toujours pas maîtrisé. Près de Biscarrosse, une centaine de maisons ont brûlé ou ont été endommagées, un bilan encore à affiner. Plusieurs secteurs d'habitation restent menacés, aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Dans le Var, l'incendie de Cotignac a parcouru 2700 hectares. 10 maisons ont été entièrement brûlées, 60 autres impactées. Les 500 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile. 800 pompiers restent mobilisés dans des conditions météorologiques qui évoluent favorablement. Merci beaucoup Antoine Dizy, on vous retrouve donc toutes les demi-heures et vous avez, j'imagine, un témoignage aussi à 10h30. Exactement, nous sommes avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Catherine, où êtes-vous exactement? Moi, j'habite à La Teste. La Teste de Buch, c'est une ville qui est juste à côté d'Arcachon. Et comment vit-on les incendies depuis là où vous êtes? Pour nous, pour l'instant, on est plutôt à proposer des hébergements parce que on a les fumées. Hier après-midi, on n'a pas vu du tout le soleil parce que les fumées arrivaient du Cap Ferré. Et ensuite, il y a eu le feu de Biscarrosse qui a démarré. Et donc, on est plus dans la proposition d'hébergement des gens qui sont évacués aussi bien du Cap que Biscarrosse. Et bon, ça nous rappelle effectivement les feux qu'on a eus il y a 4 ans qui étaient vraiment énormes et angoissants. Bon, pour l'instant, nous, à La Teste, on n'a pas, donc on propose des hébergements pour les gens qui en ont besoin. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous ce matin et vous parlez ici à cette antenne de quelque chose qui est une évidence dans cette période, à savoir la solidarité, que ce soit de la part des maires, que ce soit de la part des habitants. Soyez prudentes au vu de l'évolution de la situation et merci beaucoup Antoine Dizy d'avoir été avec nous. On vous retrouve une fois de plus toutes les demi-heures pour faire un point avec les incendies, avec les dernières informations et bien sûr les derniers témoignages sur Sud Radio. Il est 10h36 et je vous présente ceux qui viennent de s'installer dans les fauteuils de Sud Radio pour les débats avec Magali Vissante, communicante politique. Bonjour Magali. Bonjour Maxime. L'épatante, la sublime, elle est dans une forme aujourd'hui extraordinaire. Sophie de Menton, bonjour. Je vous sens. De qui on parlait, mais oui, mais je vous sens dans une forme aujourd'hui, Sophie. Mais dans une forme épatante. Si. J'invite les auditeurs à regarder sur sudradio.fr. Je vous assure, on a un petit haut, non, franchement, je sens que ça va être une très belle émission. Dynamise. Mais oui, je reconnais là la femme politique et la femme d'entrepreneur que vous êtes. Femme entrepreneur politique, non. Ça se rejoint pas souvent. Obligatoirement. Voilà, exactement. Et Paul Azibert, qui est spécialiste des questions de communication et de politique. Bonjour mon cher Paul.
Bonjour, cher Maxime. On attend également un invité. Voilà, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Mais on va commencer par ce sujet qu'on a appris il y a quelques heures. C'est la circonstance aggravante de racisme retenue dans le meurtre de Crépol. On va pas passer par quatre chemins. Elle est très simple, la question. C'est un jeune blanc qui avait été tué. Qui dit racisme anti-blanc. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu depuis des années et des années pour dire que le racisme anti-blanc n'existait pas? Et pourtant, il est retenu dans un dossier aussi médiatique que celui de Thomas à Crépol. Est-ce que ça veut dire que le racisme anti-blanc est autre chose qu'une légende? Tiens, je vous pose la question autour de la table en commençant par vous, Sophie de Menton. Est-ce que le racisme anti-blanc est autre chose qu'une légende? Bien sûr que oui. D'abord, s'il y a racisme, il est partout. Je veux dire, le racisme, il peut être religieux, il peut être la couleur de peau, il peut être tout ce qu'on veut. Alors c'est très compliqué parce que le racisme est effroyable, évidemment, mais je comprends pas non plus qu'on élimine le mot race. Maintenant, vous dites race et vous avez les jeunes en particulier d'ailleurs, et c'est certainement très sympathique. Mais on a éliminé les races. Bientôt, il n'y en aura plus pour les animaux non plus. Il y a des espèces. Et je trouve que c'est inhérent à la condition humaine. Les races et le racisme existent depuis que l'homme est homme. Les hommes ont besoin de s'identifier, de se reconnaître en eux. J'ai l'impression que le racisme a dû démarrer partout à l'origine de l'homme. Donc c'est bien de reconnaître qu'il y a toutes les sortes de racisme, dont le racisme anti-blanc. Qui est une évidence, en tout cas pour vous, dans la manière dont vous parlez, mais qui était loin d'être une évidence. Par exemple, je pense à ce qui s'est passé ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'était, figurez-vous, le ministre délégué du ministre de l'Intérieur. Il s'appelle Jean-Didier Berger. On l'a interrogé quand même sur cette actualité importante. Et alors, écoutez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du patinage artistique à ce point à l'antenne. Le racisme est une pieuvre qui a 1000 tentacules. Et il faut que nos compatriotes le sachent. Tous les Français sont protégés et la justice est implacable contre tous les auteurs d'actes racistes. Mais s'agissant d'une affaire en cours, vous comprendrez que, en représentant du ministère de l'Intérieur, je ne fasse pas de commentaires sur une affaire. Donc vous voulez pas développer sur la question du racisme anti-blanc? Non, mais moi je suis très à l'aise avec toutes ces questions. Il y a aucun problème. Il faut comprendre que quel que soit le type de racisme, quelle que soit la forme de la discrimination, que ce soit une discrimination sur la couleur de la peau, sur l'origine, sur l'orientation sexuelle, sur la condition sociale, dans notre pays, tous les Français sont protégés, quels qu'ils soient. Bon, je pense Quelle langue de bois, n'est-ce pas? Et heureusement, ce qui m'a fait rire, c'était la phrase au moment de la relance de Benjamin Glaise dans l'interview politique, c'est la phrase de dire « Mais moi, je suis extrêmement à l'aise sur tous ces sujets. » Magali Bissand, vous qui êtes communicante politique, et l'extrait doit vous dire quelque chose là. On entend ce qu'il dit. Voilà, mais on l'entend en fait à demi-mot, c'est-à-dire que bien sûr qu'il a raison quand il dit que toutes les formes de racisme, on est tous protégés par toutes les formes de racisme. À ce propos, non d'ailleurs. Pas du tout. Plus, non. Absolument pas protégés. Et surtout quand il dit après derrière, je suis très à l'aise en fait avec les mots. Oui. Dans ces cas-là, il faudrait les nommer, c'est-à-dire que le vrai sujet finalement dans cette affaire depuis le départ, ce sont le sens des mots et les mots. C'est-à-dire est-ce qu'on est encore en capacité de nommer les choses, quelle que soit en fait la couleur de peau. Et d'ailleurs, on a supprimé le mot race. Alors là, ça a été, c'est très intéressant d'ailleurs parce que les deux identités retenues, c'est race blanche et nation française. C'est très important. Par les juges, pour contextualiser votre propos, ce sont en effet les juges dans ce dossier qui ont décidé de retenir race blanche et nation française. Des mots, parce que on touche à deux identités différentes. Oui. Et depuis le départ, dans cette affaire, et je dis bien le mot affaire parce que vous allez voir où est-ce que je veux en venir, depuis le départ, on a un vrai souci de symbole des mots. C'est-à-dire que en fonction, on réinvente les symboles, on réinvente les récits. Voilà, on va parler de risque au lieu d'attaque, et tout ça parce que derrière, ça a une incidence émotionnelle et on va pas parler de la même chose. Et même une incidence politique, parce que rappelez-vous la différence de récit. On va poursuivre la conversation de toute façon sur ce sujet jusqu'à 11h. Rappelez-vous déjà, au moment de l'affaire Elias, certains médias avaient parlé de cutter au lieu de machette. C'est-à-dire que dans beaucoup d'affaires, de plus en plus, on a l'impression qu'on, sans faire la transition facile avec Orwell, mais les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Albert Camus, merci beaucoup Sophie de Menton. Et de Quentin également, et de Paul Azibert. Qui est une affaire beaucoup plus la politique peut-être clivante, mais les mots ont en effet été réinventés. À des destinations communicationnelles, politiques, également judiciaires, je pense, pour pouvoir requalifier les faits, et avec peut-être une idée derrière de la part des juges. Ce qui est intéressant là, et ce qui peut expliquer aussi le malaise du gouvernement, c'est que c'était le parquet à l'origine qui n'avait pas retenu. En juin dernier, il avait écarté totalement le motif racial des choses. Et que ce sont les juges d'instruction qui ont décidé de le garder. Et il faut le signaler parce que d'abord c'est une bonne nouvelle parce qu'on a quand même tous l'impression en ce moment que la justice est
un peu marqué politiquement. Absolument. Vraiment, vous maniez l'euphémisme avec une forme de perfection. Oui. Moi, ça ne m'arrange pas dans ma thèse de supprimer les juges d'instruction, par exemple. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, mais donc, ils sont évidemment les premiers à être avec des théories de gauche dont certaines sont excellentes, certainement. Mais là, qu'ils aient reconnu ça, je trouve que c'est un pas en avant gigantesque. Oui, et puis ce qui prouve que cette affaire depuis le début, parce qu'en réalité, il faut le dire, il y avait des dizaines et des dizaines de témoins depuis le début de cette affaire. On était avec la mère qu'on écoutera un peu plus tard, il y a quelques instants sur cette antenne, qui nous disait, mais depuis le début de cette affaire, moi qui suis en lien avec la famille des victimes, les victimes de cette affaire, on nous dit qu'il y avait des témoignages, des mots qui étaient là en disant on vient planter du blanc, et elle nous expliquera ça. On vient planter du blanc. Mais c'était ça les mots qui avaient été entendus, d'où le motif racial et la circonstance aggravante retenue, Sophie de Menton. Ergun Torpaslan, vous nous avez rejoint, délégué général de démocrates et progressistes. On s'interroge, vous l'entendez depuis tout à l'heure, sur ce qui s'était passé avec Thomas du côté de Crépol. Est-ce que oui ou non, cela veut dire, quand on voit la circonstance aggravante de racisme qui a été retenue dans cette affaire par les juges, est-ce que ça veut dire que le racisme anti-blanc n'est pas une légende, il existe ? Il ne l'était pas avant cette affaire non plus. Maintenant, c'est vrai que dans certains esprits, certaines idéologies, il était minimisé, mis de côté, voire même non, jamais. Dans le sens où historiquement, il y a eu des faits et le racisme a beaucoup évolué. Maintenant, l'idée, c'est en partant de là, c'est pas partir sur une hiérarchie du racisme. Et c'est là qu'il y a le danger. Et notamment les forces politiques ont un peu instrumentalisé la chose. Racisme d'un côté, vs racisme de l'autre, lequel est plus grave que l'autre. Et c'est en ça, je pense que la qualité du débat politique a été lamentable sur un sujet sociétal comme celui-ci. Maintenant, ce sujet, ce drame, a évidemment touché beaucoup de monde. Moi, contrairement à ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression qu'au contraire que la justice de notre pays, indépendamment des faits politiques, prend des décisions courageuses ces derniers temps. On a vu sur l'affaire Le Pen, pour éviter qu'il y ait une remise en cause de son impartialité ou pour bloquer certaines choses. Est-ce qu'elle prend des décisions courageuses ou elle fait justement peut-être simplement ce à quoi on n'était pas habitué, c'est-à-dire qu'elle fait son travail. Elle fait son travail, sachant que le procès n'a pas eu lieu, donc elle fait son travail. Et tant mieux, parce qu'il y avait aussi un délitement de la confiance dans l'institution judiciaire auprès de nos concitoyens. Je pense aussi que les parlementaires en ont pris conscience. Il y a eu des faits et des actions, notamment des différents ministres et gardes des Sceaux, pour essayer d'améliorer la performance de l'institution judiciaire. Et donc aujourd'hui, face à ce sujet qui est un procès, mais aussi un sujet sociétal, on doit tous prendre de la hauteur pour élever le débat sur là-dessus et non pas l'instrumentaliser ni à des faits politiques, ni l'extrême droite qui essaie de se l'approprier, ni la gauche qui essaie de la nier. Et c'est intéressant de revenir sur cette affaire. Ce qui s'est passé, c'était en 2023, donc depuis un certain nombre d'années, sur la manière dont on a essayé de réécrire le récit. Certains journalistes nous expliquant qu'il ne fallait pas entendre les témoignages qui disaient, ce qui a surpris tout à l'heure Sophie de Menton, mais qui est réel, on est là pour planter des blancs. On l'a entendu, ils l'ont entendu, certains n'ont pas voulu l'entendre. Est-ce qu'aujourd'hui on a nié le racisme anti-blanc pendant toutes ces années pour faire plaisir à l'extrême droite? Est-ce qu'aujourd'hui cela veut dire qu'on doit le reconnaître totalement, que le racisme anti-blanc n'est pas une légende? 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Maxime Liédo. 0826 300 300 autour de la table, vous voulez venir participer aux discussions, vous voulez réagir, vous voulez nous interpeller, ça tombe bien, c'est fait pour ça, Sud et votre radio. Autour de la table aujourd'hui, Magali Vissant, Ergun Torpaslan, Sophie de Menton, Paul Azibert. On est en train de s'attarder sur l'actualité judiciaire qui a surpris d'une certaine manière beaucoup de monde. C'était il y a quelques heures, la circonstance aggravante de racisme retenue dans le meurtre de Crépol. Ça veut dire qu'on peut parler de racisme anti-blanc, contrairement à ce qu'on a entendu partout, tout le temps, pendant des années et des années. Peut-être que celui-ci existe. On était avec la maire de Romans-sur-Isère qui a œuvré pour faire avancer ce dossier médiatiquement, d'un point de vue juridique aussi. Elle était avec nous tout à l'heure à 10h15 et quand je lui ai demandé mais pourquoi à ce point politiquement et pourquoi médiatiquement on a quand même eu la sensation qu'on souhaitait nier ce racisme-là, écoutez ce qu'elle répondait. Eh bien, je pense que ce qui gênait, c'est que aujourd'hui, finalement, l'expression, la réalité, tout simplement, qui est celle de nos territoires, et pas seulement du mien ou des territoires alentours, mais sur le territoire national, finalement, il y a une vérité qui est bâillonnée par une certaine forme de bien-pensance, d'une certaine classe politico-médiatique, qui ne veut pas ouvrir ce débat. Et pourtant, ce débat, il a besoin d'être ouvert parce que c'est une situation que l'on vit tous les jours. Mais pourquoi pourquoi ils veulent pas le reconnaître? Le racisme anti-blanc, c'est très drôle, ça. Mais c'est ce qu'elle vient de dire, c'est ce qu'elle explique, parce que ça gênait, parce que ça faisait peut-être plaisir à l'extrême. C'était une forme de gêne de donner des points à l'extrême droite qui en parlait depuis des années et des années. C'est pas nouveau, ça, Sophie de Menton? Je sais pas, j'avais un peu, j'ai arrêté de Vous penser. avez démissionné de ces polémiques. J'ai arrêté de penser racisme en politique en permanence.
Je veux dire, c'est plus le sujet. Mais d'un point de vue communication et même d'un point de vue politique, Paul Azibert, c'est assez frappant d'entendre cette mère qui, depuis quand même 3 ans, a pris la lumière avec cette affaire et de l'entendre dire que même elle a vraiment eu la sensation d'une forme de discours bâillonné pour ne pas affronter la vérité. Oui. C'est pas la première fois. Et si on remonte à d'autres faits, mais qui étaient il me semble, les attentats notamment du Bataclan. Oui. On a des pères de famille d'ailleurs qui sont sortis beaucoup plus dans les médias et qui ont eu l'impression d'être amenés à devoir adopter le récit global, le récit qu'on voulait le faire avoir et une forme de doxa là-dessus et de ne pas sortir des mots du sens qu'on donnait à certains mots au risque de devenir les vecteurs en fait d'un fascisme latent, ce qui était semble-t-il plus dangereux que des attentats ou des agressions. Et c'est ça qui est inquiétant effectivement. Et on a une spécialiste heureusement de la dialectique et des mots aujourd'hui, mais qui pourra peut-être nous. D'ailleurs, elle pourrait nous renseigner sur le mot fascisme. Oui, moi, je ne supporte plus. Le mot fascisme employé, mais toutes les 2 minutes. Vous êtes fasciste, les enfants vous traitent de fasciste, se traitent en Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce que dit Marie-Hélène Toraval. D'ailleurs, elle dit en fonction, dans la conclusion de son entretien, elle dit en fonction des mots qu'on utilise, on est soit dans un camp, soit dans un autre. Mais il faut prendre conscience qu'en fait, moi je le redis, les mots ont un sens. Et donc derrière ce sens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément à un moment donné de la manipulation. Selon qui vous êtes, ce qui vous arrive n'est plus nommé de la même façon. Et on le voit bien en fonction des camps et des stratégies politiques. Et pour quelle raison? Mais parce qu'en fait, derrière les mots, il y a des réactions émotionnelles. Je vais prendre un exemple quand on est sur l'affaire de Crépol. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui a été traitée au départ, on a appelé une rixe, et puis on a appelé un meurtre. Quand vous appelez une rixe et quand vous appelez un meurtre, c'est pas du tout pareil. Même pas, c'était rixe et attaque. Déjà, rixe et attaque. C'était confronté en fait dans les médias comme ça. On l'a vu encore très récemment dans l'affaire de Louis à Narbonne, alors que c'était clairement une exécution. Je veux dire, un lynchage. Beaucoup ont parlé de bagarres qui avaient dégénéré. Je crois qu'au moment de Quentin Dorangue, beaucoup avaient aussi utilisé du côté de Lyon ces mêmes langages. Donc on voit à quel point, politiquement et médiatiquement, on est obligé de reconnaître qu'il y a quand même un moment, une forme d'édulcoration du discours qui est patente, non? Je sais pas. Moi, je me suis engagé en 2006 à la suite des événements, des manifestations dans les banlieues. Et je crois que c'était mon 2e ou 3e débat sur le racisme ou racisme systémique. Et on avait été interpellé dès cette date sur un jeune des zones rurales qui disait ok, c'est très bien ce que vous dites, etc., mais vous parlez jamais du racisme anti-blanc. Et c'est la première fois où moi j'étais confronté à ce terme, à cette réalité, et depuis j'ai toujours dans les débats cette référence, cette vocation. Je sais qu'il y a un travail de certains universitaires qui est penché à le nier, donc peut-être que les médias n'en ont pas assez parlé, mais dans notre pays, en tout cas moi dans ce que j'en ai vécu avec ma génération, voilà, depuis les premiers engagements, c'est un sujet qui vient sur la table. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est le mot systémique. Beaucoup, justement, ont refusé d'utiliser le mot racisme en expliquant que par nature, il était systémique et qu'on ne pouvait certainement pas parler de racisme anti-blanc. En tout cas, c'est un sujet qui va continuer de nous animer sur ce débat qu'on a au 0826 300 300. Nous sommes avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous Sandra. Comment vous regardez, vous, tout ce qui se dit depuis quelques heures maintenant autour du meurtre de Thomas Crépol, la circonstance aggravante de racisme qui a été retenue, racisme anti-blanc, ça existe Sandra ? Alors moi j'ai trouvé Madame le maire parler de bâillonner et de bien-pensance qui bloque un peu le fait de pouvoir au moins nommer les choses en fait. Et nommer les choses, c'est les comprendre. Ça veut pas dire qu'on les excuse. Pourquoi, en fait, logiquement, on va dire pourquoi une personne blanche pourrait être raciste par rapport à des personnes de couleur et pas l'inverse. Rien que le propos est idiot en fait. Le racisme, il peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Et donc, comment expliquez-vous alors, Sandra, qu'une certaine partie des politiques, des médias ne s'est pas suffisamment penchée sur la question? Pourquoi est-ce que c'était une forme de gêne, selon vous? Non, exactement, c'est une forme de gêne. Et en fait, le moteur de tout ça, c'est la peur. La peur d'être considéré comme quelqu'un de raciste, là pour le coup, de facho. Alors que si on nomme les choses, que ça soit de quelqu'un de couleur qui serait raciste vis-à-vis de quelqu'un de blanc ou l'inverse, en fait, c'est le réel, c'est savoir décrire le réel, et après on peut traiter les choses. Et en plus, je trouve que c'est d'une injustice pour Thomas et sa famille et les autres personnes qui subissent ça.
ça fait peur, ça fait mal, ça met en colère, et ça lève peut-être encore plus de racisme, là, pour le coup. Oui, non, ça c'est sûr, et on entend en plus Oui, c'est exactement ça. Derrière, le sentiment de frustration, notamment politique, que cela peut créer avec le sentiment en plus de défiance qui s'installe. Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. C'est intéressant aussi ce que dit Sandra d'un point de vue politique. L'idée qu'à force de mal nommer les choses, on va pas refaire du Albert Camus toutes les minutes, mais l'idée que beaucoup, forcément, se sentent ensuite sous-représentés ou ne comprennent pas la réalité de ce qui est dit ensuite, Paul Azibert. Oui, en fait, je pense aussi que ça remet en cause des croyances un peu datées, ou en tout cas très ancrées, que le racisme ne peut pas être anti-blanc parce que on se base sur des phénomènes de domination, et que normalement le dominant, ou en tout cas l'assimilé dominant qui est le blanc occidental, ne peut pas subir le racisme de la part d'une minorité. Ça peut être une haine, ça peut être une agression, ça peut être des tensions, mais à partir du moment où le blanc ou l'occidental est dominant, il y a un racisme structurel et un racisme conjoncturel, et il peut pas subir ça. Et ça, et le fait c'est pour ça que c'est très fort effectivement ce qui se passe à Crépol là, parce que c'est encore un dernier coup de pied dans la fourmilière qui permet de bousculer ces certitudes-là, mais le débat philosophique est beaucoup plus profond en réalité. Il y a bien sûr la question de la peur d'être traité de fasciste, mais au fond, il y a une redéfinition du racisme Oui, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. C'est que on a peur des mots de plus en plus. On les élimine dans les rapports hommes-femmes. Regardez, moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est le tous et toutes. Il y a une grammaire française. Quand on dit tous, c'est générique, ça comprend les femmes. En tant que femme, quand on dit tous, je me sens pas exclue. Et là, même le président de la République, on est paniqué. C'est tous et toutes. Il faut rajouter du féminin partout. Sous prétexte de parité, on fait n'importe quoi. Je veux dire, on a peur des mots, ça vient d'ailleurs beaucoup, j'ai l'impression, des États-Unis. C'est une forme de wokisme. Et donc, ça aggrave les choses plutôt que de les alléger. 0826 300 300, figurez-vous que notre débat autour du racisme anti-blanc a déclenché quelques réactions et de vives appels, notamment le vôtre, Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous appeler, vous nous passez un coup de fil depuis Toulouse. Sylvie, et vous avez, de ce que je comprends, une anecdote quand même assez éloquente sur ce que pourrait être le racisme anti-blanc. On vous écoute. Alors moi je dirais enfin quand même. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon proche de ma famille qui, du CM2 à la 6e, a vécu l'enfer, ce gamin. En fait, au CM2, c'était le seul blanc de la classe. Et je vous parle d'une école de Toulouse, où pendant toute l'année, on l'appelait le blanc. Voilà. Ouais. Il a un prénom, ce gamin. Eh bien, c'était le blanc, et le blanc, et le blanc, et le blanc. Il est parti au collège. Et au collège, en début d'année, ça se passait plutôt pas trop mal. Et ça a commencé, les bousculades dans les rangs, on lui crachait dessus. C'est devenu un enfer. Et si bien que sa maman, elle a été obligée de le sortir du collège. C'est lui qui est parti du collège. Parce qu'on le menaçait, parce qu'en plus il n'avait pas la bonne religion, je suis désolée de le dire. Et jusqu'au jour où on a failli le tuer. Il voulait lui tomber dessus à une trentaine, en lui disant que de toute façon, on allait le tuer, qu'il était mort. Et voilà. Ça uniquement à cause de sa couleur de peau, Sylvie? Sa couleur de peau et parce qu'il est athée. Voilà, malheureusement c'est ça. Et pas de vague au collège, surtout pas de vague. Le principal du collège n'a pas voulu. La maman a porté plainte. On sait très bien qu'il n'y aura pas de suite, mais ce jour, ce gamin, pendant plusieurs mois, à son âge, il faisait pipi au lit tellement qu'il avait peur. C'était scandaleux et quand même. Et ça fait très longtemps que ça existe. Moi, j'ai connu un cas similaire il y a 15 ans, un petit garçon qui était le seul blanc dans son école. Mais ça peut bien se passer aussi. Et puis, oui, et heureusement d'ailleurs que j'imagine que dans 97% des cas, ça se passe bien, mais il y a toujours ces 3% restants avec des situations comme vous venez de la décrire, en plus, Sylvie, absolument effarantes, puisque le traumatisme, l'injustice pour la maman aussi, l'injustice pour ce garçon, et puis on retrouve la fameuse expression pas de vague, parce qu'il s'agirait surtout pas de faire d'histoire, avec la menace de Rix en plus, qui a été heureusement évitée dans cette affaire. Merci beaucoup, Sylvie, de la force de votre témoignage et de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. De toute façon, sur cette affaire de Crépol,
protocole et les suites juridiques et judiciaires même. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que le procès sera prévu pour 2027. Donc qui plus est dans une petite période politique intéressante. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'avoir le débat ici même sur Sud Radio. 0826 300 300, 10h58. Le point sur l'information, le point aussi sur ce qui se passe du côté de la Gironde avec les derniers incendies. Et on enchaînera sur ce débat concernant les patrons. Peuvent-ils encore se passer de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen? Marine Le Pen sera devant le MEDEF lors de leur fameux débat d'été. Et Jean-Luc Mélenchon, l'a-t-on appris, a été invité là il y a quelques semaines à discuter avec beaucoup de grands patrons. Il en est ressorti tout heureux, Jean-Luc Mélenchon. Il s'est dit, tiens, on m'a parlé comme si j'allais gouverner. Est-ce qu'aujourd'hui les syndicats, les patrons peuvent-ils se passer des extrêmes, ou alors sont-ils déjà convaincus que c'est eux qui vont gouverner? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vos débats de l'été sur Sud Radio, 0826 300 300. Ils se poursuivent autour de la table. Magali Vicente, communicante politique, et Gunther Paslan, délégué général de Démocrates et Progressistes. Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique et auteur du dernier livre Réussir, c'est possible, et c'est à retrouver aux éditions Fayard, ainsi que Paul Azibert, spécialiste des questions politiques et des questions de communication. Avant qu'on parte sur un débat qui va plaire à Sophie de Menton, c'est ce qu'on appelle du sur-mesure là, et aussi aux communicants qui sont autour de cette table, c'est la question des patrons. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui encore se passer de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen? On a appris que chacun dans leur genre, ça faisait plus que discuter là, ça y est, c'est fini les petits déjeuners discrets, les dîners. Non, là ça y est, apparemment on a commencé à rentrer dans le concret. Est-ce que ça veut dire que les patrons se préparent à travailler avec ce qu'on appelle les extrêmes? Peuvent-ils encore faire autrement? 0826 300 300. Mais avant ce débat passionnant, on vous retrouve Antoine Dizy. Bonjour. Bonjour Maxime. Alors que oui, la situation continue de se dégrader face aux incendies qui touchent plusieurs régions de France. En Gironde d'abord, au nord du bassin d'Arcachon, où se trouve l'incendie le plus important de la saison, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Plus de 10 000 hectares brûlés, 50 maisons incendiées, 1000 pompiers mobilisés et le feu n'est toujours pas maîtrisé. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans les Landes, un autre incendie mobilise d'importants moyens du côté de Biscarrosse. Plus de 25 000 personnes ont été évacuées. 600 pompiers sont actuellement engagés pour tenter de contenir les flammes. Dans le Var, la situation évolue plus favorablement. Le feu n'est pas encore fixé, mais il est désormais contenu, aidé par des conditions météorologiques plus favorables. Si vous êtes concerné ou témoin de ces incendies partout en France, appelez-nous 0826 300 300. Nous sommes avec Sébastien Delavoux. Sébastien, vous êtes sapeur-pompier, animateur du collectif CGT du SDIS. Laurent Nunez assure, je cite, que la France sait gérer les crises et qu'elle l'a démontré. Êtes-vous d'accord avec le ministre de l'Intérieur? La France, elle sait gérer les crises, mais si nous avons rencontré toutes les organisations syndicales des sapeurs-pompiers et des agents des SDIS le 27 mai dernier pour dire que la sécurité civile avait le pantalon sur les chevilles, vous imaginez bien, je vais pas vous dire que tout va bien au moment en fait où ça brûle partout en France. Et on peut voir une grande mobilisation avec des pompiers notamment venus d'Île-de-France, mais pour vous, est-ce assez cette mobilisation? On peut faire qu'avec les moyens qui existent, les moyens humains et les moyens matériels. Mais ce qu'on dit pas quand on fait venir des gens qui traversent la France, c'est ils prennent la route et on n'arrive pas à leur faire que les gens prennent le train, parce que comme ça ils arriveraient moins fatigués. Parce que les gens qui sont arrivés d'Île-de-France, ils ont fait 9 heures de trajet et ils ont été engagés directement sur les feux. Ce qui montre bien qu'on n'est pas si à l'aise d'un point de vue humain et matériel que le dit le ministre de l'Intérieur et les membres du gouvernement et des préfectures. Mais donc ça veut dire, pardonnez-moi, que en réalité, la France est un peu sous-dotée, contrairement à ce qu'on entend, les réactions depuis plusieurs jours, et de dire qu'on met tous les moyens, qu'on est prêt, comme l'a rappelé Antoine, qu'on sait gérer les crises. Ce n'est pas le cas? On met tous les moyens, mais tous les moyens qui existent, parce que la question des Canadair, elle se tranche pas en 2026, en 2024 ou en 2022. Au moment où on avait la présidence de l'Union européenne, c'était là qu'il fallait mettre le paquet pour réussir à recréer des Canadair et à faire que les chaînes de production sortent des Canadair, parce qu'elle s'est arrêtée en 2015. Donc on est en retard, c'est ce que vous dites? Oui, bien sûr qu'on est en retard. Aujourd'hui, c'est la question du renouvellement des Dash, en fait. Si on veut pas être en retard, c'est maintenant, voire, en fait, l'année dernière qu'il aurait fallu les commander. Et pour les Canadair, c'était déjà une question centrale, le vieillissement, en fait, de la flotte aérienne. Quand on a été auditionné en 2017 par le rapporteur, en fait, du projet de loi de finances sur les moyens de la sécurité civile. De toute façon, excusez-moi, mais quand il y a des crises comme ça, que ce soit des épidémies, que ce soit une de toute façon, Sébastien Delavoux, et encore une question, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce qui nous manquerait là?
Mais là, il nous manque. On a perdu 1000 camions de lutte contre la forêt, contre les feux de forêt, entre 2004 et 2020. Le problème, c'est qu'on fait fabriquer ces camions, mais que nos industriels, ils travaillent un peu comme des sabotiers, c'est-à-dire que ils sont pas produits en engin de série, c'est quasiment en fait du camion par camion, et que remonter de 1000 camions, parce que la commande qui a été faite en 2022, alors c'est 1000 camions porteurs d'eau qu'on a perdu, les 1083 camions qui sont commandés avec un grand renfort de communication en octobre 2022, ce ne sont pas tous des porteurs d'eau. Et ils ne sont pas tous fabriqués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en plus, j'imagine qu'entre le moment où ils ont été commandés et le moment où ils vont arriver, ce sera encore une autre affaire. Merci beaucoup, Sébastien Delavou, sapeur-pompier, d'avoir été avec nous. On entend aussi, bien sûr, le coup de gueule au vu de la situation. Merci beaucoup, Antoine Dizy, d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc toutes les demi-heures pour une mise au point sur la situation, un rappel des faits, bien sûr, les témoignages adéquats pour suivre tout ce qui se passe du côté de la Gironde avec des incendies spectaculaires. Autre sujet, en attendant, on reprend les débats. 0826 300 300. On va parler des patrons, des grands patrons qui, ça y est, commencent visiblement à préparer clairement l'élection présidentielle. On a appris que Jean-Luc Mélenchon, à l'initiative d'un lobby, avait dîné avec des grands patrons il y a quelques semaines et il est ressorti tout content en disant qu'on lui avait parlé comme si c'est lui qui allait prendre le pouvoir dans quelques mois. Et Marine Le Pen, on savait déjà qu'il y avait des échanges avec des grands patrons, des organisations patronales, des syndicats. Jordan Bardella avait provoqué l'attention de tous les médias quand il avait enfin déjeuné au MEDEF il y a quelques temps. Mais on a appris que là, ça y est, elle allait participer au traditionnel débat d'été du MEDEF, ça sera le 27 août. Est-ce que les patrons peuvent encore se passer d'eux? Est-ce qu'ils se préparent à travailler avec eux? Tiens, Sophie de Menton. Je suis vraiment contente que vous abordiez ce sujet, parce qu'à Éthique, on a été les premiers. J'ai reçu Marine Le Pen, j'ai reçu Bardella, je les ai reçus à chaque élection, parce qu'on a reçu... Il n'a jamais voulu venir. Ah. C'est lui qui n'a pas voulu ou c'est lui qui... c'est vous qui l'avez pas invité? Non, attendez, vous pensez bien que j'invite et que j'invite d'autant plus. J'ai reçu Fabien Roussel, qui était très sympathique d'ailleurs. Donc, mais j'ai été qualifiée quasi d'extrême droite, alors que je suis une libérale pur sang, parce que j'invitais. Et j'ai expliqué que je ne les invitais pas pour les écouter. Je les invite pour qu'ils nous écoutent, nous. C'est nous, les entrepreneurs, qui devons dire ce qu'il faut pour qu'on existe. Donc vraiment, ça fait... Et là, j'ai été la première et indéfiniment on m'appelle en disant vous qui avez reçu l'extrême droite. Non mais je rêve. Donc c'est effectivement un devoir et les grands patrons ils ont mis le temps. Comment vous l'expliquez qu'ils aient mis le temps? Justement à cause des on-dit? Parce qu'on est mal vu, parce que c'est insupportable, parce que dans la presse a été reçu par Éthique, on avait des critiques sans nom, il y a une idéologie permanente, on n'a pas le droit de se parler, ne parlons pas des syndicats. Donc c'est vrai qu'on ne devait pas parler alors on parlait même pas de Mélenchon parce que voilà, mais on devait surtout pas parler à l'extrême droite. Parce que voilà quoi, Sophie? Pardon? Parce que voilà quoi? Pourquoi? Parce que d'abord ils n'en avaient pas envie, et puis ils étaient hors du champ quand même. Hors du champ. Contrairement à maintenant où ils commencent dans les sondages à représenter quelque chose, c'est ça? Bah oui, on a peur d'eux. Et quand vous interrogez les patrons, excusez-moi, si vous continuez à parler d'extrême droite et d'extrême gauche, je pense que le terme extrême droite est un peu abusif. Quand on parle à Sarah Knafo, qui est venue à Éthique, qui est exceptionnelle, etc., extrême droite, on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc, à partir de là, les gens ont peur parce qu'on a des salariés, on n'a pas envie de montrer qu'on a vu Marine Le Pen, etc. Et d'ailleurs, peur des réactions en interne et en externe. Et d'ailleurs, je suis inquiète parce que vous parliez du MEDEF tout à l'heure, il y a la REF qui va avoir lieu, et j'ai l'impression que le MEDEF ne fait qu'obéir au sondage et à ce qui se passe. Il n'y a pas de choix même d'un candidat qui serait pro-entrepreneurial. Ils vont avoir le temps de se positionner. Paul Azibert. Oui, je réagis à ce que dit effectivement Sophie de Menton, puisque le principe de l'émission en plus, donc c'est bien. C'est mieux. Je suis dans le thème. C'est ce qu'on appelle du débat. C'est pas mal. On avance. Vous parliez du MEDEF. Il y a des candidats, il me semble, qui sont pas, qui sont déclarés, qui sont pas invités, parce que là on découvre que Jean-Luc Mélenchon effectivement est invité, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, David Lisnard ne l'est pas, c'est ça? David Lisnard n'est pas invité, ce qui est hallucinant. C'est le candidat des patrons. Mais quand je dis ça, je ne plaisante pas parce que... Le candidat des patrons est à 2%, Sophie. C'est la bêtise parfaite. On vient de l'entendre. C'est-à-dire que on s'intéresse au sondage. On s'intéresse pas au programme. Non mais oui, on s'intéresse pas au programme, on s'intéresse pas à ce qu'il dit, on ne le sait pas. Et puis d'ailleurs, on va même pas l'écouter parce que il est pas assez haut dans les sondages. Il risque pas d'être plus haut après. Donc je trouve que cette espèce de calcul des sondages est absurde. On réagit, vous allez
voté, vous avez regardé les sondages, puis voté après sur les sondages. Exactement, tout pareil. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous voyez, regardez. Et moi, votre réaction ne m'étonne pas. Vous avez réagi exactement comme ça à quoi je m'attendais. Merci beaucoup, Sophie. Une parenthèse, mais je me permets je me permets d'être d'accord avec Sophie de Menton, d'autant plus qu'à l'approche des sénatoriales, ne pas inviter le patron de l'AMF, je trouve que c'est un très mauvais signe. Ou ça, c'est un non-sens politique. C'est en effet un autre problème. Magali Vicente. Moi, je vais réagir plus largement. Je vais pas aller que sur David Lisnard, mais ce que je veux dire, c'est que on est heureux de dire bienvenue dans la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter cette déconnexion. Il y a une notion qui ressort, c'est qu'effectivement aujourd'hui, c'est quelle crédibilité on accorde à un certain nombre de candidatures. Donc voilà, merci. Maintenant, effectivement, ce que disait Sophie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les entrepreneurs puissent être entendus, que les patrons puissent être entendus, et qu'il y ait une réalité et pas une déconnexion dans les différents programmes économiques. Et puis même le MEDEF, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On invite des politiques, on se prosterne devant eux. C'est pas nous qu'on écoute, c'est nous, entrepreneurs, qui sommes dans les gradins à la REF, alors que c'est les politiques qui devraient être dans les gradins. Et nous, sur l'estrade, pour l'expliquer ce qu'il faut faire pour que le pays marche. Donc c'est absolument fou. On invite Ursula von der Leyen comme invitée. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. C'est pas grave, Sophie, on va y arriver. Non, mais c'est pas facile. Non, mais ça arrive. Et j'aimerais savoir ce qu'elle fait pour les patrons français, en quoi l'économie. Enfin, je comprends pas. Et là, j'ai peur parce que je trouve que le patronat est en train de calquer son attitude sur les politiques. Ergun Torpassant, est-ce que les patrons visiblement se préparent à diriger ou à un moment ou à présider avec les extrêmes? Est-ce qu'ils ont raison? Peuvent-ils encore se passer d'eux? Visiblement pas. Nous, ce qu'on demande aux patrons, c'est de pouvoir s'adapter au contexte économique, international ou autre. Et je pense que c'est normal qu'ils puissent préparer, échanger sur différentes options, notamment quand des sondages, parce que c'est pour l'instant le curseur qu'on a, indique qu'il y a des choix de nos concitoyens qui peuvent aller vers tel ou tel vote. Politiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour le coup, les deux vont avoir du mal à un moment donné à nous expliquer que ce sont les votes anti-système. La justice empêche son inéligibilité, elle peut se présenter à l'élection, les patrons la reçoivent. Maintenant, moi, ça me va très bien. On va pouvoir parler un peu de leurs propositions, qui sont mon plus gros problème avec ces deux offres politiques. C'est faire perdre de la crédibilité à notre pays, avec notamment renfermer le marché avec un faux patriotisme qui est surtout une autarcie, donc qui est absolument nocif pour notre économie, et de deux, une idéologie dépassée de Jean-Luc Mélenchon qui, d'un productivisme planificateur, va expliquer aux patrons qu'est-ce qui est bon en augmentant de 50% les taxes sur les entreprises. Il va avoir un peu de mal quand même là. Il va avoir un peu de mal, donc je préfère qu'il le fasse. L'impossible n'est jamais sûr. Moi je préfère qu'il le fasse, et au moins nos concitoyens verront clairement comment ceux qui donnent leur emploi font tourner notre pays. La dernière fois à la REF, Manuel Bompard l'avait annoncé à la REF de août 2025. Il avait pris cette place-là, il était allé justement. Je rappelle que notamment avec le magazine Challenge assez récemment, il y avait eu un grand oral de Jean-Luc Mélenchon avec les patrons où il s'était confronté à de grandes voix de l'économie, et ça avait été d'ailleurs un succès. Je sais que vous avez énormément d'arguments, Sophie de Menton, et non, vous n'allez rien dire du tout, parce que je peux vous dire, c'est qu'on va marquer une très courte page de publicité. Vous allez garder cette énergie extraordinaire au service du micro dans quelques secondes, et amis auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, officiellement intronisés auprès des patrons. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut plus se passer d'eux? Est-ce qu'ils se préparent à gouverner avec eux? Est-ce que ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle ère? Et oui, les patrons et les politiques discutent sérieusement, et tous ceux qui disent en réalité oui, mais bon, vous êtes gentils, mais bon, les patrons, tout ça, on leur fait un peu de fleurs, mais il faut pas oublier peut-être que les patrons ont des salariés. Les salariés, ce sont des citoyens, etc., etc. 0826 300 300. À tout de suite. Franchement. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, on discute des grands patrons, et autant vous dire que là, Sophie de Menton est quasiment en transe depuis 20 minutes parce que c'est son sujet, les grands patrons. Est-ce que, oui ou non, ils peuvent encore se passer de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen? Parce qu'on voit quand même un rapprochement, quoi qu'on en pense, entre Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui sera d'ailleurs à la fameuse conférence d'été du MEDEF, là, ça se passera le 27 août, et Jean-Luc Mélenchon, qui a l'invitation d'un lobby, a clairement discuté, dîné pendant de longues heures avec de très grands patrons. Il est ressorti tout content en disant qu'il avait eu l'impression qu'on l'avait écouté comme s'il était au pouvoir demain. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les patrons peuvent encore se passer de personnalités comme eux, ou est-ce que ça fait déjà partie des mouvements dont on doit se méfier, dont on doit se méfier? Ils ont flatté Mélenchon, point. C'est déjà bien.
Ça veut dire qu'ils ont progressé, parce que c'est pas ce que vous nous disiez il y a 5 minutes, donc c'est bien. Ils ont changé leur paradigme. Mais complètement, ils ont jamais osé voir les extrêmes et les politiques en général. Et ce qui est un peu idiot dans cette idée de dire que les patrons ne doivent pas rencontrer certains politiques, qui plus est quand ils représentent ce que représente actuellement un Jean-Luc Mélenchon et une Marine Le Pen, c'est de savoir qu'on ne parle pas qu'aux grands patrons. Derrière, il y a énormément de salariés, il y a énormément d'impôts qui sont payés. Je veux dire, c'est une interface, le patron, en réalité, Paul Azibert. Oui, c'est une interface. Après, il y a une différence dans l'approche, je pense, des politiques envers les patrons. C'est-à-dire que le RN, pendant un certain temps, a toujours essayé de voir les patrons qui, pour rester quand même proches du système, ne voulaient pas venir les voir. Là où Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre stratégie de taper en permanence sur les patrons pour finalement les obliger à venir vers lui. Mais pour reprendre les choses, on a un rapport là de la Fondapol qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, en juillet 26, qui revient sur les priorités des Français lors de l'élection présidentielle et sur les potentiels de sondage. Donc il n'y a pas malheureusement David Lisnard dans le rapport de la Fondapol, mais des candidats qui sont vus. Et c'est vrai que Marine Le Pen arrive à 33%, Jean-Luc Mélenchon entre 15 et 20%. Et les sujets qui sont les plus importants pour les Français à ce moment-là, c'est l'agriculture, c'est la réindustrialisation des territoires, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la justice. Donc, dans ces conditions, les patrons qui sont quand même une part du corps électoral et puis qui ont effectivement, comme vous le disiez Maxime Liédot, si clairement tout à l'heure, des salariés, eh bien, ils peuvent pas ignorer ces sujets-là. Je vous propose, en plus de poursuivre la conversation, qu'on y ajoute Olivier qui nous a passé un coup de fil au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil. Comment vous regardez, vous, ce débat autour des grands patrons et plus largement le rapprochement entre certains candidats et les grands patrons? Qu'est-ce que ça provoque chez vous en tant que citoyen? Alors, moi, je suis beaucoup moins pointu que vos invités sur le sujet. Mais détrompez-vous, Olivier. C'est gentil, Maxime. Je pense qu'il faut voir plus de pragmatisme. Pour l'instant, la grande question, c'est est-ce qu'on aura LFI RN au deuxième tour? Et on cherche désespérément un troisième candidat qui puisse se glisser pour être l'élu. C'est pour ça que M. Hollande glisse sa candidature et c'est pas complètement on est sauvé. C'est pas du tout mon candidat. C'est pas du tout le mien. Mais les patrons, d'une façon générale, sont pragmatiques. Vous avez deux personnalités qui sont quasiment certaines, pour une des deux, voire les deux, d'arriver au deuxième tour. Ces gens-là ont des conceptions économiques, notamment pour LFI, qui défient l'entendement. Moi, si je dois me le coltiner en tant que patron à la sortie, j'aimerais bien lui parler avant qu'il soit président. D'une certaine manière, Olivier, si je devais résumer votre pensée, vous dites en fait les patrons font ce qu'on appelle du bon sens. Ils regardent une certaine réalité politique et ils tentent de s'adapter avant potentiellement ce qui pourrait représenter pour eux un drame. Pas s'adapter, c'est faire passer les bons messages. Oui. Olivier, allez-y. Voilà. Mais je pense que les messages au niveau de Mélenchon, ils passeront jamais, sauf si vous passez les tiens. Par contre, si vous savez à quoi vous attendre, vous pouvez peut-être dire à vos salariés, les gars, regroupez-vous pour voter aux législatives. Ne donnons pas la majorité à ces gens-là. Parce que c'est les législatives, à mon avis, qui vont compter. Regardez, on a depuis 2 ans, merci. On a depuis 2 ans un parlement qui fait ce qu'il veut, et on a eu un président impopulaire mais qui est resté, plus 5 ou 6 premiers ministres qui n'ont rien pu faire de ce qu'ils voulaient. Donc c'est le Parlement qu'il faut tenir. Donc, et là vous avez raison Olivier dans ce que vous dites et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Ce qui est intéressant c'est de le voir pratiquement comme une potentielle mobilisation derrière des salariés, rencontrer les politiques pour aller leur dire écoutez voilà ce qui veut nous arriver, réfléchissez bien avant d'aller voter. Je peux dire un tout petit mot par rapport à ce que disait Olivier. C'est que d'abord à Éthique on a demandé que tous les parlementaires fassent un stage obligatoire de 2 jours dans une entreprise, tous les ans. Ensuite oui, il y en a déjà 60 qui sont inscrits. Et ils sont contents. Ils sont contents. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien ce que je lance. C'est pas ironique. C'est pas ironique, Sophie. Tous les ans, c'est moi qui m'y colle. Bon. Et ensuite de ça. Ça s'appelle du travail, Sophie de Menton. Oui, mais c'est plus que du travail. C'est beaucoup d'énergie. C'est de l'investissement. Ah oui, ça c'est sûr. Et ce que je voulais dire, ce qui est très intéressant, ce qu'a dit Olivier, c'est que aujourd'hui, le problème français est un manque de pédagogie économique. Et je pense que tous les patrons, il faut les appeler, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient industriels, ils doivent réunir leurs salariés en disant écoutez, voilà pourquoi je vous paie pas plus. Voilà pourquoi quand je vous augmente, j'ai un problème. Il faut faire la pédagogie. Voilà pour qui il faut voter. Et alors, non pas forcément.
N'allons pas jusqu'à ce dirigisme. Non, mais il faut absolument, et nous sommes tous chargés aujourd'hui de faire la pédagogie des Français, et il faut que les patrons les réunissent en disant bon, qu'est-ce que vous pensez, alors voilà, qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Vous risquez d'avoir, pardonnez, je peux dire parenthèse, vous risquez d'avoir des accusations de forme de patriarcat ou en tout cas d'infantilisation des salariés dans ce cas-là. Mais pas sur l'économie, je crois pas. En fait, la notion de bon sens, comme vous l'avez rappelé, Maxime, elle est fondamentale parce qu'à un moment donné, on va être rappelé à ça et on l'est déjà. On voit bien que là, Monsieur Martin était en rendez-vous à Bercy hier, notamment pour le budget 2027. Donc on va déjà avoir en fait une rencontre là sur le budget 2027 qui va poser et cadrer les choses par rapport au monde économique. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises et de faillites qui ont été sur notre territoire là depuis des mois, et que ça, c'est la réalité des salariés qui vivent ça au quotidien. Donc à un moment donné, je dis oui au bon sens, oui, bienvenue dans la réalité, et que en fait les gens puissent se parler, adresser les bons messages pour qu'on ait enfin un débat économique pour les présidentielles qui soit à la hauteur des enjeux qu'attendent en fait les citoyens français. Ergun Toparslan. Je pense que les patrons n'échappent pas non plus à cette mutation de leadership, comme les politiques n'y ont pas échappé. Et aujourd'hui, c'est plein de demandes contradictoires qu'on demande aux patrons, mais ils doivent être proches de leurs salariés, mais ils doivent incarner leur entreprise, ils doivent être complètement authentiques, donc y compris faire porter les valeurs qu'ils ont à travers leur entreprise, c'est-à-dire ne pas être en contradiction avec ce qui crée la valeur, la richesse, les produits qu'ils créent et leur identité à eux. Et ça, je pense que c'est un peu le trait de notre époque. Et aujourd'hui, je pense que les politiques, pour l'instant, ne sont pas complètement prêts. J'ai l'impression que les petites et les moyennes entreprises ont un peu anticipé par rapport aux autres. Et maintenant, les grands patrons, je pense aussi, c'est aussi cette attente qu'on retrouve aussi derrière les sondages. Il y a peut-être une figure qui peut émerger derrière tout ça, mais il y a une vocation de ce type-là. 0826 300 300, vous parliez de bon sens. Bon sens, c'est parfois comprendre, mais aussi ne pas comprendre certaines choses. Et je crois que ça vous concerne, Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous regardez, vous, Mélenchon, Marine Le Pen, les grands patrons, les politiques, c'est quoi votre avis? Mon avis, c'est que je suis très très surpris avec votre émission d'entendre que les patrons ont très bien reçu Monsieur Mélenchon en sachant qu'il veut les augmenter de 50% de charges. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des licenciements, des entreprises qui ferment parce que nos patrons ont des charges énormes. Et aujourd'hui, franchement, quand j'entends à votre émission que M. Mélenchon est content de... Alors, c'est ce qu'a dit son entourage à la presse. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Lui est content. Lui est content. J'espère que nos patrons ne pensent pas ça, parce que franchement, sinon je comprendrais plus la France, quoi. Vous voyez, on a besoin de nos patrons pour créer des emplois. Et derrière, faut pas les charger encore plus qu'aujourd'hui. On est le pays d'Europe le plus chargé. Nos pauvres patrons n'arrêtent pas de travailler. Il y en a qui gagnent même pas le SMIC, quoi. Mais oui, mais est-ce que Sophie de Menton vous parle, Claude. Claude, est-ce que ce sera plus utile si on n'adresse pas la parole à Mélenchon et qu'il continue à être haineux? Là, si on arrive à lui faire comprendre 2-3 trucs, c'est peut-être mieux. Non, Claude. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Sophie. Il faut discuter avec lui, c'est sûr. Par contre, quand j'entends que, vous voyez, quand l'entourage de Mélenchon dit il frime, évidemment. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais nos patrons sont pas loin d'être idiots. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on met ses billes propres sur la table quand même, c'est ce que c'est. Donc, c'est lamentable. Vous voyez ce que je veux dire. Les charges que nos patrons ont aujourd'hui, qui créent des emplois et tout, quand on voit le nombre d'entreprises qui ferment aujourd'hui en France, le nombre de licenciements qu'on a, c'est pas possible. Ce qui est pas possible aussi, et ça participe peut-être à l'ambiance générale dans le pays, c'est le manque de compréhension du monde économique de la part des politiques, c'est une évidence, mais aussi de la part de beaucoup de citoyens qui ne sont pas forcément confrontés à cette partie-là du monde économique. Et c'est pour ça que de plus en plus d'ailleurs de patrons prennent la parole. On pense à Bernard Arnault qui il y a encore quelques semaines a donné une grande interview aux médias légendes, qui a tout cartonné en écoute et en vue. C'est là qu'on sent qu'il y a quand même une volonté d'être de temps en temps aussi un peu derrière la machine et pas seulement de la contempler. Merci beaucoup Claude en tout cas de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300, ça aussi sur cette histoire de patron et de politique. Je suis sûr qu'on aura de quoi remplir une saga dans les prochaines semaines. Dans un instant, suite du grand débat de l'été avec un forfait assez curieux pour ceux qui veulent un rendez-vous médical vite et bien. Alors on pensait que la France était un service public, que les médecins avaient quand même avec la santé étaient responsables d'une forme de service public. Et bien plus pour certains centres qui proposent des formés rapidité, une sorte de forfait rapidité, efficacité. On paye 30 € et on a un rendez-vous plus vite avec tous les soins qui vont avec. Est-ce que la médecine est en train de devenir un service public de luxe? 0826 300 300, à tout de suite.
0826 300 300, on poursuit la conversation et je peux vous dire, je sais pas ce qui est le plus intéressant entre les débats à l'antenne ou hors antenne, mais il s'en dit des choses, ça je peux vous le certifier. C'est le côté la dernière de la semaine, le vendredi, c'est toujours comme ça autour de la table. Magali Vissant, Gunther Paslan, Sophie de Menton, Paul Azibert, et on va aborder, ça c'est un sujet qui vous fait réagir au 0826 300 300, on va aborder dans une poignée de secondes un forfait à 30 € instauré par un centre médical. 30 € pourquoi? Mais pour avoir un rendez-vous plus rapidement et pour avoir, je vous la fais courte, la totalité des soins. Est-ce que la médecine devient un service public de luxe? Est-ce que ça vous choque? 0826 300 300. Mais à 11h34, on vous retrouve, Antoine Dizy, pour faire le point sur ces incendies qui continuent à ravager la France, notamment du côté de la Gironde. Exactement, la situation continue de s'aggraver avec les incendies qui touchent plusieurs régions du pays. En Gironde, tout d'abord, au nord du bassin d'Arcachon, un incendie est en cours. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il s'agit du plus important feu de la saison. Plus de 10 000 hectares ont déjà brûlé, 50 maisons ont été détruites et près de 1000 pompiers sont mobilisés. Malgré les moyens engagés, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Pas très loin dans les Landes, un autre feu fait également d'importants dégâts du côté de Biscarrosse. Plus de 25 000 personnes ont dû être évacuées. 700 pompiers sont actuellement sur place pour essayer de limiter la progression des flammes. Une centaine de maisons ont déjà été brûlées ou touchées. Alors que dans le Var, la situation est plus rassurante. L'incendie n'est pas encore totalement fixé, mais il est désormais contenu, notamment grâce à une météo plus favorable. Nous sommes avec Gabriel. Gabriel, où êtes-vous actuellement et surtout comment ça se passe ? Écoutez, bonjour, je suis sur Andernos. Ça se passe que les gens d'Arès maintenant commencent à être évacués depuis 10h30 ce matin. Moi également, puisque j'habite à Arès, puisque les vents vont tourner et que nous allons avoir les fumées. Donc là, je dirais pas que c'est la panique, pas encore, mais bon, mon avis, dans pas longtemps, ça risque de l'être. Gabriel, ce qui s'est passé, ça veut dire que depuis hier, on était avec des habitants d'Arès hier, où certes, il y avait un contexte un peu inquiétant, mais ça veut dire que le feu a pris une dimension considérable dans la nuit ? Alors, dans tous les cas, oui, parce que il y a les vents qui ont tourné, donc pas du tout en notre faveur. Mais ce qu'il y a surtout, c'est plus les fumées. Là, je pense que nous, on ne sera pas touchés par les flammes. Après, moi, je suis pas pompier, je suis pas une spécialiste. Mais ce que je veux dire par là, il faut pas dire aux gens, attention, là, c'est les fumées, c'est pour éviter, c'est pour la santé. Oui, c'est des évacuations presque d'anticipation, de prudence. Voilà. Quand vous disiez, tout le monde part, c'est pas encore la panique, c'est pas encore la panique. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit la panique? Non, mais c'est pas ça, c'est que là, pour l'instant, les gens sont en vacances, ils vont au marché, tout se passe bien. C'est petit à petit. Il y a encore, Gabriel, un peu ce sentiment-là d'inconscience, d'innocence? Oui, innocence, on espère. Gabriel, je crois qu'on vous a légèrement perdu. Je ne sais pas si c'est un sujet de connexion ou un sujet de haut-parleur. Peut-être que c'est la liaison avec Le Monde, etc. et le nombre de personnes qui sont sur place qui rend la chose compliquée. Donc, on vous a perdu, Gabriel. Bon courage pour les prochaines heures et les prochaines minutes. Et on continue à faire un point sur la situation, Antoine Dizy. Alors que la préfète de Gironde qui vient de s'exprimer en disant que c'était un incendie XXL et fait état de 83 maisons brûlées et détruites. Et elle rappelle que actuellement les communes de Le Porge et Lège sont en train d'être totalement évacuées entre midi et 13h. D'ailleurs, on fera une édition spéciale largement consacrée aux témoignages et aux expertises sur cette antenne au 0826 300 300. Merci beaucoup, Antoine Dizy. On vous retrouve à partir de midi. 11h37 sur Sud Radio. Suite des débats. Sans doute que là, les services médicaux risquent d'être débordés dans les prochains jours et dans les prochaines heures. Ça, c'est une évidence. Mais il y a une initiative d'un centre médical, alors certes dans la capitale, mais qui a fait polémique et ce forfait médical, c'était l'idée d'avoir 30 € pour pouvoir accéder plus vite à des consultations et plus vite à des services de soins et avoir une panoplie, mais l'idée de payer un peu plus cher pour accéder à un service public. Est-ce que ça vous choque, Magali Vissant? En fait, ça choque l'imaginaire, si vous voulez, parce que présenté comme ça, on en discutait entre nous, on a cette idée de coupe-fil. Et forcément, le coupe-fil, il nous ramène à ce qu'on vit tous les jours, et notamment, malheureusement, dans les parcs d'attractions. Et moi, c'est tout ça que je trouve dommage, c'est que ça renvoie à cet imaginaire de, c'est celui qui a le plus les moyens, finalement, qui aura accès plus vite. Alors, au-delà de ça, moi, ce que j'y vois, c'est effectivement le risque d'une santé à deux vitesses, mais ça, on le sait déjà et elle existe déjà. Mais au-delà de ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va pas se poser la question même de est-ce que c'est trop cher d'avoir accès à la santé. C'est même plus une question de se soigner. C'est pour moi la problématique, c'est l'accès à la santé, parce que même au sein de la capitale, on a des difficultés d'accès au centre de soins. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous. D'abord parce qu'on est le pays qui consomme
consommons le plus de médecine, on est des consommateurs de médicaments, d'examens, de visites médicales les plus importants. On est le mieux remboursé. Et ensuite, par rapport à ce coupe-fil qui est assez désagréable, il faut quand même savoir que la médecine privée, ça existe. Il y a la médecine privée et la médecine publique. Eh ben oui, le privé, il y a les écoles privées qui coûtent plus cher. Vous avez le privé. C'est encore différent là, Sophie. On est plus, enfin, on le sait quand on s'adresse à un hôpital privé, enfin une clinique privée, on sait qu'on va avoir des dépassements. Vous allez dans un centre d'analyse médicale ou radiographique, vous savez, on vous prévient. L'idée d'installer un forfait. Voilà, l'idée d'installer un forfait juste pour accéder plus rapidement. C'est ça, c'est l'accès. C'est pas l'idée de payer plus cher la consulte. C'est l'idée d'avoir accès avant les autres. Et ça, la problématique de l'accès aux soins, c'est un sujet Alors, est-ce que c'est l'accès aux soins vraiment en même temps, il faut quand même dire aussi de temps en temps ce qui va bien. J'ai un chef d'entreprise qui a eu un infarctus, il était en bateau, on n'a jamais vu ça. Il a été réanimé, il y avait tous les gens sur le rivage, il y avait un hélico qui l'attendait pour l'emmener à un hôpital. On est les seuls au monde, lorsque vous avez un problème dans la rue, à être soigné entièrement gratuitement. C'est exceptionnel ce qu'on a. Donc, bon, alors maintenant c'est pas génial de mettre 30 balles pour... c'est pas un accès aux soins pour des trucs graves. Mais c'est le simple fait d'accès, c'est comme quand on apprend que certains services, pour payer plus cher, sous prétexte d'attendre un peu moins longtemps pour quelque chose d'aussi important que la médecine, surtout quand on sait, là c'est un centre de soins dans la capitale, mais qu'en réalité c'est un désert médical, pareil, quoi qu'on en pense, c'est un désert médical. Mais non, mais Sophie, dites pas non, c'est factuel. Donc vous pouvez dire non si vous voulez. On a beaucoup plus vite des rendez-vous à Paris, en revanche, qu'ailleurs. C'est considéré comme un désert médical. Excusez-moi, quand sur nombre d'habitants, c'est considéré. C'est considéré comme un désert médical. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y en a toujours pas assez. Beaucoup du reste, parce que c'est ça qui est problématique. En revanche, à partir du moment où vous avez, alors là, excusez-moi, mais à partir du moment où vous avez un groupe qui est privé, un groupe de santé privé, qui installe des règles d'accès plus rapide à ces soins avec un forfait, à partir du moment où le soin public est assuré et de qualité et peut être accessible, etc. À la limite, je vais vous dire, ça va même désengorger le service public et le reste des services privés, puisque ça va permettre à ceux qui ont peut-être plus d'argent et qui veulent aller là, d'aller prendre des coupe-fils. La raison derrière, on peut s'interroger. C'est terrifiant d'utiliser le mot coupe-fil, même pour la santé, c'est délirant. Mais utilisons-le, parce que nommons les choses, finalement. Et excusez-moi, et ce qui me donne encore plus envie, alors non, je fais pas de politique, mais d'être d'accord avec cette mesure, c'est que la personne qui porte le fer de lance contre cette mesure, c'est Sophie Castex. Lucie, c'est génial, Sophie Castex. Voilà. Lucie Castet, vous vous rappelez pas? Non, quand même, la candidate éphémère à Matignon pour la gauche. Oui, bien sûr. En effet, parce que ça se passe dans son arrondissement à Paris. Et qui était patronne des finances à Paris, quand même. Oui. Ce qui nous dit quelque chose, en tout cas. Magali Lissandre, je vous ai pas laissé exprimer cette petite boule de colère qui commençait à monter, donc allez-y. Moi, je m'interroge, en fait, sur le message qu'on veut passer derrière. Je serais curieuse, en fait, d'avoir vraiment la raison pour laquelle ce cabinet souhaite avoir cette pratique. Parce que, je suis désolée, c'est vraiment pour moi une notion d'accessibilité à la santé. Et ça, c'est un vrai sujet. Eric Gunto-Parslan. Non, je pense que le sujet que pointe Magali est super important, ce rapport équitable à l'accessibilité aux soins, à la santé et même à l'eau, parce que ce sont des sujets aussi qui reviennent. Il y a des territoires de nos pays qui n'ont pas la même infrastructure, le même accès aux biens publics. Et donc maintenant, nous, on n'a pas mis à jour la définition de ce qui est bien public. On l'a un peu trop élargi à mon sens. Il faut peut-être le réadapter aussi à une conjoncture économique de notre pays. Et il y a aussi un sujet relatif au temps, où on voit que voilà, il y a ce côté un peu achat du temps au final à travers ce forfait-là. Et je pense que d'un point de vue sociétal, on s'est pas posé la question à vouloir tout accélérer, aller beaucoup plus vite, notamment en termes de technologie. Il y a des secteurs qui sont pas adaptés de consommation, parce qu'en fonction de l'approche. Mais justement, mais tant qu'à faire, autant mettre une barrière à l'entrée pour la partie bien de consommation. Je veux dire, si les gens veulent payer pour le faire, allons-y. On a vu le sujet aussi avec l'accès sur les ophtalmos, avec notamment ces lunettes où on pouvait se faire. Donc il faut d'un côté ne pas brider cette recherche d'innovation d'un point de vue santé publique, santé privée, et de l'autre côté aussi ne pas perdre l'objectif d'égalité, avec notamment le fait qu'on soit soucieux que chacun ait le même accès à un même niveau minimum de santé, de prestations surtout publiques. Pour les urgences, j'insiste. 0826 300 300. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi, Christian. Moi, je sens que ça vous a agacé ce sujet. J'ai un pressentiment. Mais j'étais en train de conduire, je vous écoutais sur mon autoradio, et ça m'a choqué. J'ai eu un choc quand j'ai entendu ça, et je me suis garé pour vous appeler.
Saine réaction, Christian. Qu'est-ce qui vous choque? De faire intervenir le fric dans la médecine. Enfin, cette espèce de sélection par l'argent me choque énormément. Moi, j'ai toujours reçu tout le monde dans mon cabinet. Alors, je fais partie d'une ancienne génération. Je sais que la génération actuelle, ce n'est plus la même chose. Mais moi, j'ai toujours reçu, sans rendez-vous, tout le monde. Et si quelqu'un se pointait chez moi à 20h, je le recevais. Et je veux dire, j'ai toujours consacré beaucoup de temps à mes malades parce que je considère que la médecine, c'est pas uniquement, il y a pas la médecine générale du moins, il n'y a pas uniquement un aspect technique, il y a aussi un aspect humain, un aspect relationnel. Et j'ai beaucoup soigné par le relationnel en prenant du temps. Je l'ai fait bien sûr sur mes revenus, c'est-à-dire en me privant de certains niveaux de revenus, parce qu'il est évident que plus on passe du temps avec les malades, moins on voit de monde. Je n'ai pas une retraite au même niveau que mes confrères, mais je suis heureux de ce que j'ai fait, parce que j'ai soigné, j'ai réussi à soigner des gens que la médecine, technique, envoyer promener simplement en les écoutant. Voilà. Et vous avez fait bien sûr, et on entend, et avec le gain de temps et avec celui que vous avez pu prendre pour vos patients pour soigner, et à la fois ceux qui n'avaient pas forcément les moyens, et vous avez décrit certainement ce que beaucoup voient exactement comme l'image parfaite de l'ancien médecin à la retraite. J'espère que maintenant que vous pouvez vous reposer en écoutant Sud Radio. Merci beaucoup Christian de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. On clôture ce sujet avec un appel de Sonia qui, je crois, elle aussi avait envie de passer un coup de gueule. Décidément, on vous écoute Sonia, bonjour. Allô, bonjour. Alors, bonjour moi, Sonia. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, dites-nous. Voilà. Alors, moi, je voudrais passer un coup de gueule. Déjà, je me rappelle pas du prénom du monsieur qui anime l'émission aujourd'hui. C'est moi-même, Sonia, c'est Maxime, allez-y. Alors voilà. Je ne peux pas vous laisser dire des âneries pareilles quand vous dites que Paris est un désert médical. Merci. Parce que moi, j'ai habité le 91, j'ai habité le 92, j'ai habité le 94. Allez voir en banlieue et vous saurez ce que c'est qu'un désert médical. Moi, depuis que j'habite à Paris, depuis 3 ans, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo la veille pour le lendemain. J'ai un rendez-vous chez le médecin, chez le kiné la veille pour le lendemain. Alors, faut arrêter de dénigrer Paris parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de désert médical à Paris. Mais Sonia, et j'ai pu en faire, moi, je peux comparer parce que je vous dis, j'ai vécu 91, 92, 94. Mais Sonia, 1, vous avez raison d'appeler Sud Radio pour passer le coup de gueule, c'est le principe du parler vrai. 2, je ne fais que reprendre les chiffres des principaux syndicats qui expliquent que 97% de l'Île-de-France est considéré comme un désert médical. On ne vous dit pas que vous n'avez pas accès à des médecins, on vous dit que par rapport... l'Île-de-France aussi, oui, mais d'accord, mais l'Île-de-France et Paris sont considérés par rapport au nombre de spécialistes, par rapport à certains rendez-vous, notamment de spécialistes. Il n'y a pas que les médecins généralistes, il y a aussi des spécialistes. Vous n'avez pas de rendez-vous suffisamment dans les temps. Le but n'était pas du tout de dénigrer Paris par rapport éventuellement à la banlieue et d'autres, mais appelez n'importe quel médecin. Je vous dis pas que sur Doctolib vous n'avez pas des rendez-vous en visio en 2 temps 3 mouvements. C'est pire que tout, c'est le Sahara alors. Sophie, oui, à chaque fois j'ai l'impression que des gens ici découvrent la vraie vie, mais oui. Et merci Sonia de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Prochaine fois que Sophie de Menton vient, je pense qu'on refera un débat sur la médecine. Je pense qu'il y a moyen de se marrer. Merci beaucoup Sonia d'avoir passé un coup de gueule. Et alors moi c'est Maxime, et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour m'engueuler. Ça fait toujours du bien à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et merci d'être une fidèle auditrice de Sud Radio. Dans un instant, on termine cette émission par les coups de cœur et les coups de gueule de 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite de vos débats de l'été. Vous pouvez toujours, bien sûr, nous appeler au 0826 300 300 et ce sera le cas entre midi et 12h30 où on reviendra et on consacrera largement cette partie de l'émission à ce qui se passe, bien sûr, en Gironde avec des incendies toujours aussi spectaculaires, avec des vents quand même prévus à plus de 80 km/h dans les prochaines heures. Donc une vive inquiétude toujours sur place. Vous êtes pompier, vous êtes maire, vous êtes habitant, vous êtes en train d'évacuer, vous êtes directeur d'un camping, vous avez Sud Radio en fond. Passez-nous un coup de fil pour nous raconter la situation. 0826 300 300. Mais avant tout ce programme chargé, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. En penchant, tiens, aujourd'hui vers Magali Vicente pour commencer. Coup de cœur ou coup de gueule? Moi j'ai dit que j'avais les deux. J'adore. Au choix. Non, mais en fait ils sont liés. C'est-à-dire que mon coup de cœur est lié en fait à
mon coup de gueule. Je voulais faire en fait un coup de cœur envers l'incarnation de l'autorité des pompiers sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les pompiers nous démontrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils incarnent l'autorité naturellement et qu'ils n'ont pas besoin de communiquer, ils n'ont pas besoin de raconter un récit pour incarner l'autorité versus ceux qui racontent en fait. Là, c'est mon coup de gueule, c'est envers les politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fabrication de récits, on a une fabrication d'images, on a besoin en fait de prouver par l'image qu'on incarne, et alors que c'est pas comme ça. Et donc aujourd'hui, on voit bien que nous, quand on regarde les pompiers, eh bien, on ressent en fait l'autorité. Et ce que je demande en fait aux politiques dans mon coup de gueule, c'est de faire en sorte que on puisse aujourd'hui ressentir cette autorité naturelle, cette incarnation, et qui prennent en fait image aujourd'hui sur l'autorité naturelle de nos sapeurs-pompiers engagés quotidiennement. J'ai envie de dire si seulement. C'est oui, pas tous. Pas tous. Moi, je suis d'accord. Je préfère acheter le calendrier des pompiers que le calendrier des sénateurs. Donc, oui, et ben, ça se voit, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu le prochain. Vous n'avez pas vu. Vous ne les connaissez pas tous. Parce que les sénateurs, c'est pas les pires. Le mois de décembre par Gérard Larcher l'année prochaine, Paul Assibert va vous surprendre. Vous avez la parole, gardez-la. Coup de cœur ou coup de gueule? C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur matiné d'un coup de gueule, mais c'est un coup de cœur. C'est l'annonce des assises de la sécurité économique par le ministre Roland Lescure qui se tiendront à la rentrée et la remise et donc qui suivent la remise d'un rapport par les députés Plassard, Thiriot et Rodwell sur les questions de sécurité économique à la suite du scandale de la vente de LMB à Aerospace, donc qui était un équipementier défense français qui équipait les Rafales et les sous-marins nucléaires à un groupe américain contre l'avis de la Direction générale de l'armement. Et le fait qu'on se saisisse, j'espère que c'est pas un effet d'annonce, mais qu'on se saisisse de la question de la sécurité économique au sens large, c'est-à-dire que ça recouvre et notamment des travaux qui sont menés par l'école de guerre économique en ce moment, qu'on recouvre les sujets de lutte contre l'espionnage dans le monde de la recherche, de lutte contre l'espionnage industriel, de préférence également de la commande publique vers les entreprises françaises, de défense des intérêts des entreprises françaises et des intérêts français. C'est très bien. Enfin, on va voir ce que vont donner ces assises, on va voir ce que va donner la doctrine de la sécurité économique qui recouvre de la cybersécurité, qui recouvre voilà l'ensemble de ces sujets. Le coup de gueule qui arrive, c'est aussi enfin et pourquoi si tard alors que et ça enfin fait qu'on met le projecteur des sur ce années, sujet. Ça fait des années et que le scandale qui remonte et dont on se souvient tous, c'est le scandale d'Alstom avec la première prise d'otage économique de quelqu'un d'un salarié français aux États-Unis. C'est l'un des directeurs d'une branche d'Alstom. C'était en 2014. C'était en 2014 et en effet enfin la sécurité économique avant votre coup de cœur coup de gueule, Sophie de Menton, sujet essentiel ça, surtout en ce moment. Sujet fondamental et désolé mais je vais sur la même ligne parce que moi mon coup de cœur c'est pour The Camp qui a eu lieu, j'en suis rentrée avant-hier, qui a eu lieu à Aix-en-Provence sous l'égide de Lionel Roquez, Lionel Roque, de Madeleine, de Gattaz. On était avec eux en début de semaine. C'est vrai ? Ne touche pas à nos boîtes. Voilà. Ouais, exactement. Et j'étais en plus enchantée parce que c'était que des gens, pardon, il y avait David Nistar, ils étaient que des gens qui voulaient absolument sauver les entreprises et agir dans ce sens. Et alors ce qui est amusant, vous n'avez pas manqué de remarquer qu'ils ont lancé Touche pas à nos boîtes. Et Touche pas à nos boîtes, ça vient en déclinaison de J'aime ma boîte, qu'il a fait des entreprises que j'ai lancées il y a 24 ans, et qu'il suffit pas d'aimer, mais ça comprend les salariés. Et c'est ça qui est intéressant, salariés et entrepreneurs. Salariés et entrepreneurs sont dans le même bateau. Et donc, coup de cœur, et je trouve qu'il y a pléthore d'initiatives aujourd'hui, et que je pense que les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les commerçants, voilà, ça suffit. Il y a eu d'ailleurs Trop c'est trop, il y a plein de mouvements qui étaient là. Nicolas Quipé aussi dans un autre genre. Et il va falloir que les politiques écoutent. Et ça, c'est ce qu'on appelle une ouverture, assez idéale, même comme conclusion. Merci Sophie de Menton. Ergun Paslan, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur, je parlais des politiques qui écoutent et qui réussissent, et des choses qui font pas trop de bruit. C'est la médaille Fields qui a été attribuée à Hong Wang hier. Donc c'est le fruit d'un travail, d'un investissement dans la recherche, qui met du temps. Elle est pas française, elle est de nationalité chinoise, mais pour autant, c'est une université française qui l'a recrutée à la suite d'une formation, y compris dans les universités françaises. Et donc hier, elle a été médaillée Fields, qui est la plus grande distinction des médailles
mathématiques internationales. Juste pour rappeler aussi que notre pays est le deuxième pays le plus médaillé dans le classement derrière les États-Unis, loin devant derrière nos voisins anglais et américains. Et donc un coup de cœur vers les politiques qui investissent dans la recherche, dans l'innovation. Ce sont des investissements lourds qui prennent du temps et des fois ça paye et ça donne de la valeur et de la force à notre pays. Et 50 millions donnés par Bernard Arnault, n'oublions pas, Polytechnique. Ça c'est sûr, et on en a beaucoup parlé, et ça a fait réagir. Merci beaucoup Ergun Top-Arslan d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de démocrates et progressistes. Merci aussi à Magali Vicente, communicante politique. Merci également à Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, auteur de Réussir, c'est possible, et c'est à lire aux éditions Fayard si vous n'avez pas encore de lecture pour cet été, tiens. Et Paul Azibert, spécialiste des questions politiques et de communication. C'était un plaisir que de faire cette émission avec vous. Je vous souhaite non seulement une belle journée, une belle après-midi et un bon week-end, en espérant peut-être vous retrouver la semaine prochaine pour cette dernière semaine de juillet. On a dans un instant 0826 300 300, midi 13h. Autre programme, à partir de midi 30, on va revenir sur l'affaire Epstein avec un décès un peu louche qui s'est produit en début de semaine. L'un des recruteurs, l'une des pièces les plus importantes du système Epstein en France, qui est mort à 69 ans. Que va devenir l'enquête? Que devient d'ailleurs le dossier depuis quelques semaines? Est-ce que cela veut dire qu'on va arrêter les investigations en France, ou est-ce que sa mort va provoquer d'autres fils à tirer pour espérer avoir des réponses? On en parlera avec l'un des journalistes de Society qui en 2 volets et en plus un livre raconter tout ce qu'on ne savait pas sur le système Epstein. Et dans un instant, midi 30, on s'attardera sur ce qui se passe bien sûr du côté de la Gironde avec des feux de plus en plus spectaculaires, des moyens, et à l'instant la préfète qui prend la parole. Ce sera sur Sud Radio et vous serez au courant de toutes les dernières informations. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Christophe Meillan en direct